J'ai lu récemment, et à ma courte honte, j'ai oublié de noter le nom du chroniqueur qui a écrit ça. Il disait « Les ogres de l'austérité aiment à se nourrir des moins nantis ». Comment expliquer autrement le fait qu'ils continuent de faire l'impasse sur l'évidence aujourd'hui vérifiée par une armée d'économistes, ainsi que le soulignait une récente étude de l'OCDE, que l'un des meilleurs moyens de plomber la croissance est de laisser les inégalités se creuser. Je voulais vous lire ça pour vous dire combien on est persuadé que notre numéro de septembre sera hot. Et comme notre numéro actuel pavait la voie à cette femme dont je suis groupie depuis un certain nombre d'années, je veux vous demander d'accueillir chaleureusement Claire Bolduc, qui a été reconnue par... Elle a reçu l'Ordre national du Québec en 2013, je crois. Mais elle est surtout, c'est une agronome, c'est une communicatrice formidable. Et vous le savez sans doute, en 2008, elle a été élue à la tête de Solidarité rurale du Québec, succédant ainsi à Jacques Proulx, qui était le fondateur. Pendant les 6 ans où elle a été à la tête de Solidarité rurale du Québec, elle a porté 3 grands projets, notamment la signature en 2010 de la déclaration de Shawinigan pour une vingtaine d'acteurs socio-économiques mobilisés autour du développement territorial. En 2012, elle a piloté l'adoption de la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Et en 2013, la présentation d'un projet de société durable pour les collectivités rurales. Je voulais vous dire qu'en décembre dernier, le gouvernement libéral a retiré à Solidarité rurale du Québec le titre d'instance conseil du gouvernement du Québec en matière de ruralité et son financement attenant. Donc aujourd'hui, Claire Bolduc est toujours la présidente de ce beau mouvement qui est Solidarité rurale du Québec, mais sa petite équipe a disparu. Elle est maintenant le cœur d'un conseil d'administration qui porte quand même plus de 200 membres. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement pour nous parler de l'austérité aujourd'hui et des régions, Madame Claire Bolduc. Merci. Et je vous dis d'emblée que je vais vous parler des régions, de leur importance, de l'importance des territoires. Et comme tout le monde le sait que l'austérité fait mal, je vais essayer de vous redonner de l'espoir. Je suis très heureuse d'être ici et je vous remercie de l'invitation que vous m'avez adressée, Madame Himon. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. J'ai 57 ans. Je suis une fille des régions. Je viens de la Côte-Nord, de Bécomo. C'est l'eau du fleuve qui coule dans mes veines. Parce que cette mer-là, elle nous nourrit. Mais depuis 35 ans, je vis au Témiscamingue, à l'autre bout du Québec, où mon mari m'a entraînée et où j'y ai planté mes racines. 12 000 racines. Ce sont nos vignes, c'est notre projet. Je suis une fille des régions. Je suis une fille qui croit qu'il y a de l'avenir dans les régions, quoi qu'il se passe. Depuis 25 ans, Solidarité rurale, on dédie nos actions à la revitalisation, à la promotion et au développement du monde rural. Et c'est à travers l'ancrage qu'on a dans ces communautés rurales-là, nos observations, les réflexions qu'on fait, qu'on a pu saisir toute l'importance de s'approprier un territoire. On l'habite, le territoire, mais quand on se l'approprie, le territoire nous habite aussi. On a compris l'importance de comprendre son histoire, d'avoir une mainmise sur les leviers qu'on retrouve dans ce territoire-là, qu'on a compris l'importance du développement fait par les citoyens, pour les gens qui habitent le territoire, que le territoire habite avec eux. C'est de cette importance-là
dont on est en train de nous priver en ce moment. Mais je fais juste un petit détour historique. Puis je vais aller pas mal loin dans le passé. Notre histoire au Québec, c'est une histoire qui s'est construite dans nos territoires, dans nos espaces de vie, partout. Depuis l'arrivée des premiers Européens en terre d'Amérique, ce sont les territoires et leurs ressources qui les ont attirés. Mais les gens se sont implantés, se sont installés et se sont créés des milieux de vie. C'est au tournant du 20e siècle qu'on a vu un changement. L'industrialisation sortait les gens des territoires pour les ramener en ville. L'industrialisation, oui, mais aussi une grande guerre, une première grande guerre. Les gens ont commencé à être à cheval entre des régions, des lieux de vie qui devenaient un peu plus éloignés. Ça a pris le crash de 1929. Ça a pris des gens qui mouraient de faim, qui étaient démunis dans les villes, pour qu'un plan, le plan Vautrin, ramène les gens vers des régions. C'est l'ouverture de régions, de zones d'habitation comme la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, plus l'Abitibi que le Témiscamingue. Mais ça a pris une volonté. On quittait les territoires, on a ramené les gens dans les territoires. Parce que les territoires pouvaient offrir un avenir aux personnes qui y vivaient, qui s'y installaient. On a vu la Deuxième Guerre. Et on sollicitait les gens de partout sur les territoires pour nourrir la ville et pour soutenir l'effort de guerre. Et tout de suite après, cette après-guerre qui a été si prolifique sur le plan technologique, sur le plan de l'industrialisation, a vu ces territoires-là et ces régions perdre tranquillement leur vitalité, perdre tranquillement l'essence de ce qu'ils sont, les gens qui l'habitent. Ça a été en 1960, dans le milieu, près des années 70, qu'on a vu apparaître un premier mouvement qui c'était mené par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Un mouvement qui disait, des villages, on n'a pas besoin de ça, ça coûte cher, on va les fermer. Attends un peu. Les gens là-bas se sont levés. Savez-vous qui se sont levés en premier avec eux? Les curés! C'était les curés! C'était les curés en colère qui ont affronté l'État pour dire, un instant, on va respecter les populations. Ça a été, moi je l'ai vécu, 71-72. Les travaux se sont terminés en 76, côté du Vieux-Art, en Abitibi-Témiscamingue. Fermons des paroisses, fermons des zones complètes de nos régions, de nos territoires. Et ça s'est passé en catimini dans d'autres régions du Québec, en Mauricie, en Estrie, qui l'eût cru, dans le centre du Québec. Des réflexions où on dépossède les gens de leur lieu de vie, de leur milieu de vie. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. En 1976, pourtant, un gouvernement d'espoir arrivait et créait, dans l'année et demie qui a suivi, l'Office de planification et de développement du Québec. De ces territoires dont on avait créé la prospérité d'une nation, de ces territoires qu'on avait vidés, re-remplis, revidés, re-remplis, on joue au va-et-vient continuel avec nos territoires. L'Office de planification et de développement du Québec a quand même porté des études et des réflexions nombreuses, notamment une qui arrivait du Conseil des affaires sociales du Québec, deux Québec dans un. Et on s'en souvient, ça faisait vraiment une marque. Est-ce qu'on a deux Québec? Est-ce qu'on a deux catégories de citoyens? Est-ce qu'on a deux catégories de territoires? Deux Québec dans un. Et c'était le coup d'envoi de ce qu'allaient devenir les États généraux du monde rural. Pour se dire, entre nous, pour dire, comme citoyens qui vivent dans des petites communautés partout sur les territoires du Québec, on a le droit d'être là. Et ces territoires-là ne sont pas seulement un lieu qu'on habite, c'est également un lieu qui nous nourrit et qui nous habite. C'est donc après les États généraux du monde rural que l'essor particulier des années 90-2000 sur le monde rural et sur les régions
il y a eu un coup d'envoi formidable. D'abord parce qu'il y avait une volonté qui était pas seulement politique, une volonté des citoyens d'habiter, de vivre, d'aimer leur lieu de vie, leur milieu de vie, leur territoire. Mais aussi parce que l'accompagnement politique y était. Parce que des gens confiants que les territoires sont nécessaires à tout le Québec donnaient des leviers pour qu'on puisse habiter dignement nos territoires. On vit en 2015 un nouveau repli. Des décisions aussi immorales qu'inutiles viennent priver des territoires complets de leurs leviers, de leurs moyens, de leur capacité d'agir. Pas encore de leurs citoyens, mais qu'est-ce que ça prendra? C'est ce jeu de ping-pong, c'est un jeu de ping-pong intenable qui fait qu'on a des territoires en déséquilibre. Une société qui se prive de ses territoires est une société ou immensément riche ou infiniment pauvre. Je préfère croire qu'on a une société immensément riche et des décideurs infiniment pauvres dans leur cœur. Une société n'a pas les moyens de sacrifier ses territoires et n'a pas les moyens de sacrifier les leviers dont disposent les citoyens et les organisations pour développer ces territoires-là, pour les habiter, les desservir, les développer et se les approprier. Et quand on n'est pas en équilibre dans les territoires, on n'est pas en équilibre comme société. Et on n'est pas en équilibre en ce moment, on le voit de plus en plus. Madame Aymon a évoqué les inégalités sociales, ne pas respecter les territoires, tout commence sur le territoire. Et l'enjeu actuellement, pour tous les citoyens qui habitent les communautés rurales ou les régions, l'enjeu maintenant pour eux, c'est d'y vivre sans y être enfermés. C'est d'y vivre sans qu'on les réduise à des citoyens de second ordre. Plusieurs choses militent pour qu'on puisse comprendre que nos territoires, on peut encore les habiter. D'abord, considérons la dernière crise économique de 2008, qui n'est toujours pas résolue. Et je vous invite à y réfléchir attentivement parce que le ressac s'en vient et il va frapper dur. La crise de 2008, ce qu'elle mettait en évidence, c'était la fin d'un modèle de développement économique. La fin d'un modèle qui se nourrit d'abondance, qui prélève des ressources sans les transformer et qui les vend à faible prix. C'est un modèle qui est non seulement à courte vue, non durable, mais limitant aussi pour les citoyens et les personnes qui vivent dans les territoires. Ce modèle économique-là, on en appelle d'un changement fondamental. C'est un changement de paradigme qui est souhaité. Et dans un exercice qu'on menait à la suite de ce constat-là, que excusez-moi pour les économistes dans la salle, mais à la suite d'un constat où les modèles économiques ne nous rendent plus service comme société, ce sont des modèles qui nourrissent uniquement ceux qui sont servis par le modèle. On nous a servi comme société à l'intérieur d'un modèle qui va être plutôt au service d'une élite très restreinte. Quand on pense que moins de 600 personnes possèdent la moitié de la planète, on est dans ce modèle économique-là qui nous prive de nos moyens. On a fait un exercice à Solidarité rurale face à ça, sur justement comment on peut mieux vivre dans nos territoires. Et on avait établi, à l'époque, ça a été la pierre d'assise de la loi sur l'occupation et la vitalité des territoires, on avait établi que nos territoires, on doit les habiter. Les habiter non seulement en termes de lieux d'habitation, mais en termes aussi de facilité et d'accès et de circulation et d'espace, environnement. On avait également choisi de développer nos territoires. C'est pas un hasard. Dans les 2 dernières semaines, le Conseil du patronat du Québec a sorti une étude importante, Prospérité Québec. Les ressources naturelles. Le titre exact, c'est les ressources naturelles au Québec, source naturelle de prospérité. Sont où les ressources naturelles?
Dans les régions, dans les territoires, dans les communautés rurales. On ne creuse pas de mine dans le centre-ville de Montréal. Il n'y a pas de barrage hydroélectrique à Québec. Il n'y a pas non plus de forêt qui est exploitée de façon importante à Sherbrooke. Ça se passe dans les communautés rurales, dans les régions, chez nous, dans nos milieux de vie. Et ça, normalement, on devrait comprendre que ça doit servir les citoyens qui y vivent. Alors que le modèle économique qu'on sous-tend avec cette analyse-là du Conseil du patronat revient encore à un modèle économique qui se nourrit de facilité, qui se nourrit d'abondance, mais qui ne sert qu'une élite. C'est un problème. C'est à ce moment-là qu'on a aussi dit développer les territoires pour et par les personnes qui y vivent, les desservir, parce qu'il n'y a pas de citoyens de second ordre. On est de plein droit des citoyens du Québec, dans nos territoires, dans nos communautés rurales. On a également dit qu'il fallait se les approprier. Et s'approprier nos territoires, c'est pas seulement une question de se déclarer souverain sur une terre, c'est une question que l'information circule, que l'information juste, que l'information vraie circule. Actuellement, on est en déficit de cette information-là. C'est plus facile de faire circuler le mensonge parce qu'il a servi les populations. C'est plus facile de ne pas dire la vérité parce que sinon, on sera obligé d'accepter le débat, d'accepter la discussion. Le mensonge actuel, c'est sur l'austérité. Et ils sont nombreux, les économistes, à le répéter, à le démontrer. À commencer, et Mme Limon me le rappelait, à commencer par Jacques Parizeau, qui, il y a 2 ans maintenant, affirmait à Gérald Filion, la dette du Québec n'est pas un handicap. Attention, il ne faut pas regarder ça en ayant le nez collé sur l'arbre. C'est une forêt qu'il faut considérer. S'approprier nos territoires, c'est donc une question fondamentale pour nous. Une question d'essence, une question d'existence. On a fait des études à Solidarité rurale, plusieurs, sur les modèles qui fonctionnent. On peut le dire, on peut l'affirmer. D'autres économistes le font aussi. Mais nous, on met des noms, des villages, des citoyens dans ces modèles-là. Quand tu développes un milieu de vie, quand tu développes un endroit où les gens peuvent s'épanouir et s'investir, l'économie se développe automatiquement dans ce milieu de vie-là. Alors qu'à l'inverse, développer l'économie ne crée pas, ne constitue pas une assise pour produire un milieu de vie approprié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'argent qui est important, mais les gens. Et c'est ça qui actuellement fait défaut dans la réflexion de nos élites, dans la réflexion de nos dirigeants. Où est la place des personnes dans la réflexion? Le modèle économique, c'est aussi un modèle qu'on a mis de l'avant à Solidarité rurale au fil de nos travaux. On a milité pour que le droit des ruraux à la différence soit reconnu. On a milité pour que les ruraux soient prospères, à même les différences qui les caractérisent. Ces différences-là qui ne sont pas un problème au Québec, qui sont une richesse pour l'ensemble de la société. Et on a mis de l'avant un modèle de développement qui mise sur 4 grands axes. D'abord, une approche globale du développement. Et je vous invite à penser que ce n'est pas une approche durable. L'approche durable n'a plus rien de durable. On ne fait que des choix de moindre dégâts. Mais c'est toujours un même modèle qui est très de courte vue. Une approche durable, où on considère le développement du milieu de vie en même temps que le développement de l'activité économique, où on considère que l'ancrage culturel et identitaire est aussi important que le développement des jobs et des salaires. Allez en parler aux gens de Sacré-Cœur qui se sont réappropriés leur usine Bois-Saco, qui se sont créés une coopérative et qui, au plus fort de la crise forestière, n'ont pas mis à pied un seul travailleur. Ils ont repartagé les horaires de travail. Ils ont redistribué les bénéfices de la coopérative. Ils n'ont pas mis à pied un seul travailleur, au plus fort de la crise forestière. Allez en parler aux gens de Chibougamau, ou encore là, une entreprise forestière, Chantier Chibougamau, développe des produits de haut de gamme, des produits de bois d'ingénierie recherchés partout
partout dans le monde. Il y a une chose qui les empêche de se développer rapidement, Chantilly-Chibougamau, l'approvisionnement forestier, qui appartient à des grands consortiums d'utilisation de la forêt. Oserais-je nommer résolus? Ils sont résolus à avoir notre ressource et ils la prennent. Mais cela dit, dans les modèles différents, nouveaux, ça marche. Chantilly-Chibougamau, c'est une entreprise familiale qui fait travailler près de 200 travailleurs à Chibougamau et depuis fort longtemps, qui sont recherchés, qui produisent qui ont des produits qui sont recherchés et souhaités. Ça existe en agriculture, ça existe dans les pêches. Allez voir le fumoir de M. Émile en Gaspésie. Un des meilleurs saumons fumés que vous pourrez trouver dans une épicerie près de chez vous. Demandez-les. Mais c'est une entreprise locale qui développe à partir de moyens locaux et qui met en valeur des biens locaux, des ressources sur le territoire. C'est vrai partout au Québec. C'est vrai partout. Et c'est un modèle qui fait en sorte que la richesse se répartit à travers les citoyens, à travers la population. Un modèle aussi qui a un ancrage territorial. Qu'est-ce que le territoire offre? Qu'est-ce que le territoire demande? Mais surtout, quelle est l'interaction entre les différentes activités sur le territoire? Quels sont les liens qui se tissent entre l'agriculture et la forêt et les mines et le tourisme? Quels sont les liens qui se créent avec les gens? Une approche territoriale du développement. Pas une approche par secteur, une approche où on réfléchit le lieu plutôt que de réfléchir l'argent. Une approche évidemment durable, mais durable dans le vrai sens de ça va durer 200 ans. Une approche durable, pas une approche qui repose sur un certificat d'autorisation qui vient à échéance dans 5 ans. Et une approche ouverte sur le monde, savoir ce qui se passe et que les choix qu'on fait chez nous, en sachant qu'ils peuvent avoir des incidences ailleurs, soient faits en sorte qu'on agisse avec humanité partout. Une approche ouverte sur le monde. C'est le modèle qu'on a mis de l'avant en solidarité rurale. C'est pas une utopie, ça fonctionne. Des communautés complètes le font déjà. C'est un modèle de développement où les leviers ont été mis à contribution, des leviers dont les communautés pouvaient disposer, dont on a privé les communautés maintenant. C'est un modèle qui mise d'abord sur l'implication des gens. C'est un modèle qui mise sur leur parole plus que sur leur silence, sur leurs gestes plus que sur leur cynisme. C'est un modèle qui mise sur la contribution des personnes qui vivent, qui habitent et que le territoire habite. Évidemment, à force de nourrir les déséquilibres, à force de constamment jouer au ping-pong avec la valorisation des territoires, puis leur dévalorisation, puis le retour à la valorisation, puis leur redévalorisation, on finit par rendre les citoyens incertains, insécures, non convaincus, voire irrespectueux de ces territoires qui les ont pourtant portés. Le Québec est riche de toutes ces communautés, il est riche de tous ces territoires. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de sacrifier aucun de nos territoires. J'en appelle à un peu de bon sens, j'en appelle à un peu de logique dans l'austérité qu'on nous sert actuellement à une sauce infecte. J'en appelle à une compréhension. Arrêtez de me calculer. Je ne suis pas un chiffre, je ne suis pas une statistique, je ne suis pas une donnée comptable. Je suis une citoyenne, une personne. Arrêtez de me calculer. Je vais être quelqu'un qui compte pour vous quand vous prenez des décisions. Je ne suis pas un client ou une cliente d'un service gouvernemental. Je suis une citoyenne qui participe pleinement à l'essor, à la prospérité de notre société. Une société qui a choisi que certains services seraient disponibles et accessibles à tous.
Je ne suis pas une cliente. Je suis une citoyenne qui contribue à la société. Arrêtez de me calculer. Je veux compter pour vous quand vous prenez vos décisions. Parce que quand on quand on crée des rapports comptables entre les individus, ce qu'on fait de plus dramatique, c'est qu'on réduit les gens à un chiffre, à un signe de pièce. Je ne suis pas de l'argent. Je suis une personne. Les gens comptent plus que l'argent. C'est pour ça qu'on doit placer les gens face à leur potentiel plutôt que face à leur coût, face aux possibilités plutôt que face aux statistiques. C'est pour ça qu'il existait des politiques porteuses qui nous donnaient des leviers, qui nous donnaient des moyens, qui nous donnaient des façons d'agir. Qu'on est en train de nous priver, qu'on est en train de nous enlever. On n'est pas obligé de sortir dans la rue, mais on n'est pas obligé de laisser faire non plus. On n'est pas obligé de baisser les bras, surtout pas. On n'est pas obligé de laisser faire l'inacceptable. On peut le dire. On peut le dire haut et fort. On peut le répéter. On peut porter le message, on peut devenir le message. On peut être résilient, confrontant et continuer d'exiger. Savez-vous ce qu'ils nous disent de plus fort actuellement, ces gens du gouvernement qui posent les gestes odieux qui sont posés à l'endroit des régions? La population est derrière nous. C'est pas vrai. Posez la question à toutes les personnes qui vous entourent. Allez voir votre banquier, allez voir les enseignants, les gens de la santé, allez voir les entrepreneurs locaux, allez voir les personnes qui vous sont chères. Les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi on nous répète ad nauseam que les gens le veulent? Parce que personne ne dit « c'est pas vrai ». Alors, devenons « c'est pas vrai ». Arrêtons de nous... Et c'est quand même important. James Galbraith disait « le mensonge, à force d'être répété, et que tu n'as pas accès à d'autres vérités, les gens veulent tellement croire qu'ils finissent par accepter le mensonge, même s'il est inacceptable. On n'a pas à accepter le mensonge, devenons la vérité. Portons le message, devenons la vérité. Quand on est privé, comme actuellement on l'est, et surtout quand on est face aux grands défis qui sont les nôtres, non seulement comme société, mais comme personne, comment peut-on penser qu'on n'aura pas besoin des territoires et que dans 10 ans, on n'arrivera pas avec des grands plans de programme pour retourner les gens vers les régions, comme notre histoire nous l'enseigne? Les changements climatiques, tout le réchauffement. On a vu ce qui s'est passé hier en Estrie, c'est du jamais vu. Ce genre d'épisode-là est assez étonnant. Les énergies, la nécessaire transition qu'on devra faire sur les énergies, ce sont des enjeux qui ne touchent pas seulement les territoires, mais l'ensemble de la société. Les réponses sont pourtant dans nos régions, dans nos milieux de vie, dans les territoires. L'enjeu majeur, à mon avis, à mon humble avis, l'enjeu majeur pour les 30 prochaines années, l'eau. L'eau potable. Et là, on va voir à quel point on est interdépendants. Les milieux ruraux, les régions, les villes. On n'est pas en compétition, on est interdépendants. On est reliés les uns les autres par ce qui nous lie. C'est un ensemble territorial qu'on habite au Québec. Pourquoi est-ce qu'on se confronte? Mais l'eau deviendra un des grands enjeux sur lesquels il faudra qu'on s'entende. Parce que là où on creuse des puits de pétrole, on perd l'eau potable. Parce que là où on transporte des énergies polluantes, on perd l'eau potable. Et on n'a pas les moyens, ni comme société québécoise, ni comme société nord-américaine, ni comme endroit mondial de réservoir d'eau potable, de perdre cette eau-là. Les mutations économiques, évidemment qu'elles sont appelées. Évidemment qu'on les demande, évidemment qu'elles sont nécessaires. Et je le répète, on n'est pas sorti de la crise de 2008. Les économistes vous le diront, les modèles économiques le démontrent.
On est dans un système totalement artificiel et quand on va frapper le mur, on va frapper le mur. Les mutations économiques, donc, où la répartition de la richesse est plus équitable, où les arbitrages se font au bénéfice des personnes avant le bénéfice d'intérêt, vont devenir nécessaires. Et surtout, l'implication des citoyens. Dans ce qu'on a vu depuis la dernière année, ce n'est pas de l'argent qu'on est allé enlever dans les régions et dans les milieux. C'est de l'argent, bien sûr, mais ce n'était pas ça l'effet qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait surtout, c'est d'asservir les populations. Ce qu'on recherchait surtout, c'est de priver les gens de lieux de discussion, de débat, de concertation, priver les gens de lieux d'exercice de la démocratie citoyenne la plus fondamentale. C'est ce qu'on a vu, c'est ce dont on s'est privé dans la dernière année. C'est ce qu'on a laissé partir en disant bien peu de choses. C'est la démocratie qui est la plus fragilisée dans tout ce qui s'est passé dernièrement. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été amputé a privé les milieux, les territoires, des compétences, des expertises qui permettent d'avancer. Parce que ça a privé les gens dans ces territoires-là de leurs moyens de discuter, de débattre, de leurs moyens de se rencontrer et de pouvoir ensemble constituer, se donner une vision, constituer des idées, construire des milieux de vie. Et surtout, ça a enlevé la possibilité aux gens de se défendre, de chercher l'information là où elle est, de la trouver justement. Ça a enlevé le moyen aux personnes de se défendre. On a frappé partout, à tous les étages, dans tous les secteurs, sur toutes les facettes. On a frappé partout. On est démunis? Non. Parce que personne ne pourra nous faire faire ce qu'on décide de ne pas faire. Et ça, c'est le dernier message que je veux laisser. Ce sont les personnes dans les territoires qui vont faire la différence. Alors, c'est à ces personnes-là que je lance un cri du cœur. Venez dire que vous en avez assez. Dites-le. Mais dites-le et portez le message. Soyez le message. Incarnez-le. Parce que c'est notre volonté ou l'absence de cette volonté-là qui va nous diriger dans une direction ou dans une autre. Vous voulez que ça change, vous en avez assez, dites-le et faites-le. Vous laissez faire, vous laissez à d'autres le soin de vous dire ce que vous deviendrez. Vous laissez à d'autres le soin de prendre les décisions qui vous concernent. Alors, participez pleinement, prenez les décisions. Le Québec est riche de tous ses territoires, mais il n'a pas les moyens de sacrifier aucune de ses régions, aucun de ses territoires, aucune de ses communautés. Le Québec est riche de tout ce que nous possédons collectivement. C'est insensé d'appauvrir toute une couche de la population au bénéfice de quelques-uns. C'est insensé, non seulement pour ceux qui sont appauvris, mais pour la durabilité d'une société comme la nôtre. On a fait des choix, actuellement, sous un prétexte idéologique d'austérité. On nous impose des changements majeurs de société. C'est à nous de dire que ça suffit. Ou taisons-nous, notre silence fera beaucoup plus de bruit que toutes les casseroles qui pourraient sortir dans la rue. Parce que notre silence va nous réduire à rien du tout dans les territoires. Commençons maintenant, on n'a pas de temps à perdre pour reprendre en main notre avenir. Ça nous appartient. C'est à nous de le faire. Chez Solidarité Rurale, et je me bats pour la survie de notre organisation, chez Solidarité Rurale, on a toujours dit « tant vaut le village, tant vaut le pays ». Disons-le maintenant, le village, la ville, le territoire vaudra ce que les citoyens engagés voudront bien qu'il vaille. Merci beaucoup. Merci, Carole Duc, merci beaucoup.
vraiment. Alors, chers amis, y compris ceux et celles qui nous écoutent en direct sur leur téléphone intelligent ou sur iPad en allant sur Twitter et qui sont allés donc à @médiakaléidoscope. Merci d'être avec nous. On avait dit qu'on pouvait faire un moment d'échange. Ça me ferait plaisir d'accueillir une ou deux ou trois ou 10 questions. Oui, allez-y. Peut-être que je me rends jusqu'à vous. Excuse-moi, Claire. Non, mais regarde, n'oublie pas. Ça sera... On a du... Oui, merci beaucoup. C'est assez dévastateur, Jean Tremblay. Donc, mais en même temps, le gouvernement nous dit, et les élus municipaux le souhaitent ardemment, on a l'intention de renforcer la gouvernance de proximité. On annonce, dans le fond, il y a un choix où on a mis de côté la dimension régionale pour renforcer les MRC. Est-ce que c'est positif ou pas à vos yeux? Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on ne voit pas? Mais il me semble qu'à prime abord, ça renforce le développement local. Merci, M. Tremblay. C'est une excellente question. Dans le fond, sous couvert de rapprocher les décisions, les centres décisionnels, on n'a rien rapproché du citoyen. On n'a pas partagé plus de pouvoirs dans les MRC. On a pris des pouvoirs existants et on les a redirigés vers la MRC. Je regarde ce qui s'est passé dans le milieu de la santé. Je regarde ce qu'ils ont fait du milieu de la santé. On n'a pas plus de pouvoir dans nos milieux. Et on est en train de faire la même chose avec le milieu scolaire. Le développement économique est amputé de ses capacités d'agir. En fait, on dit on va donner ça au MRC, mais en même temps, on fait un pacte fiscal où on a privé les municipalités de 300 millions. Et on n'a rien donné de plus. On n'a donné aucun moyen, aucun levier de plus au milieu municipal. Nous, à Solidarité Rurale, on a milité pour que les MRC soient reconnus comme un gouvernement de gouvernance territoriale. Et on pense toujours que c'est la bonne chose à faire. Mais ne privons pas ces gouvernements-là des leviers dont ils ont besoin. Et surtout, un pouvoir sain, c'est un pouvoir qui est partagé. Les commissions scolaires, le milieu de la santé, les centres de santé. Regardez ce qui s'est passé avec les carrefours jeunesse, avec les forums jeunesse. Attendez-vous à ce que actuellement les associations touristiques régionales tombent, les conseils de la culture régionaux. Regardez ce qu'ils ont fait avec des directions régionales de ministères, où on a une réflexion sur un territoire donné. On perd ces ancrages-là. Et ce qu'on laisse dans les milieux, on laisse ça avec des moyens qui se réduisent à une peau de chagrin. On est d'accord pour les MRC, mais qu'ils aient les moyens et que ce soit des pouvoirs partagés. Partagés, pas l'État et les MRC, mais sur le territoire avec des entités qui ont une connaissance du secteur qu'elles auront à gérer. Merci. Une autre question? Allez-y, Madame. Assez forte qui parle. Pour nos amis sur le web, peut-être que c'est important. Je vais l'approcher. Bonjour, merci beaucoup d'abord, c'était fort passionnant. Oui, Suzanne Lalande, je suis membre du conseil d'administration de Kaléidoscope et je viens d'une région, pas lointaine, mais de la Montérégie. C'est assez décourageant de voir tout ce qui se passe. Est-ce que s'il y a un geste à poser parce qu'on ne peut pas tout faire, là. S'il y avait un geste à poser pour que les régions traversent cette période si difficile, ça pourrait être quoi? Autour de quoi on pourrait se regrouper, s'accrocher pour tenter là, de survivre à court terme pour pouvoir se relancer plus tard? C'est un très bon point. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas un geste unique pour toutes les régions. Chacune des régions trouvera probablement le geste à poser. Et il faut pouvoir respecter ça, mais il faut que les gens aient confiance. L'idée, c'est de ne pas perdre espoir et de garder le focus sur une vision du développement de notre milieu de vie. En ce sens-là, je vous donne un exemple. Dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, ils se sont donné une identité, une couleur et une identité culturelle, culturate. C'est au-delà, oui, et c'est au-delà
de l'élément culturel ou de la prestation artistique, là, c'est s'ancrer, avoir la fierté de son territoire, avoir la fierté de notre milieu, c'est créer des liens, c'est se redonner des espaces publics d'échange et de débat, ce dont on nous prive actuellement. C'est un exemple, et ça va appartenir à chacun des milieux de créer sa façon de faire. Mais les deux choses qui sont importantes, c'est se redonner des lieux d'échange et de débat et continuer, maintenir ou recréer les liens qui nous unissent dans un territoire. C'est les deux ingrédients. De la manière que les gens le trouveront dans leur façon de faire, avec la couleur propre à chacun des milieux, mais se donner des lieux de rencontre et d'échange, les liens, c'est l'essence. C'est l'essence, c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour tous ceux qui vont réclamer cet automne, qui vont réclamer une écoute de la part du gouvernement. C'est quand on se tient, quand on devient une masse, c'est pas mal plus difficile de faire des percées puis de diviser les gens. La division, c'est ce qui nous fait le plus mal. Alors, les gestes qui vont amener les communautés à se reprendre en main, des gestes de liaison, de lien, de débat, parce que les débats, c'est pas quelque chose de nécessairement négatif, c'est quelque chose de constructif. Ça va être les éléments clés. La chose qui permet de recréer de l'espoir, mais surtout de se redonner confiance. Moi, ce que je comprends de ce que vous avez dit, Madame Bolduc, c'est aussi de se lever et d'être des porte-voix contre ce qu'on considère comme étant des mensonges publics. Donc, là-dessus, on est conséquent à Kaléidoscope. Ceux et celles qui étaient avec nous le 30 octobre se souviendront peut-être de ce que le chercheur Denis Bourque de la région de l'Outaouais nous avait dit. Nous avons la responsabilité de contrer un certain nombre de mensonges publics et d'apporter des éléments d'information et des contre-propositions. Moi, ce que je comprends aussi, je retiens une des phrases que vous avez dites, c'est « Il ne faut pas que dans les régions, les gens soient contraints d'y vivre, s'y sentent enfermés. » Ça me rappelle une des choses que vous avez portées il y a un certain... assez récemment, c'est qu'on avait inversé le flux migratoire dans un certain nombre de régions. Et donc, est-ce que je comprends qu'il y a un danger actuellement que les régions se vident davantage de leur jeunesse, de leurs effectifs? Les régions se vident plus facilement de leur espoir que de leur population. Mais quand l'espoir s'éteint, c'est difficile de rebâtir ou de continuer de bâtir. Et c'est cet espoir-là qu'il faut entretenir actuellement, c'est fondamental. Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions sur l'objectif ultime de toutes ces coupes-là. Quand on comprend, quand on se fait bien expliquer, et l'IRIS, entre autres, participe à expliquer clairement que la situation financière du Québec n'est pas le drame qu'on veut bien nous décrire. Quand on constate que les impacts sont beaucoup plus graves sur la démocratie que sur l'argent et les finances publiques, quelle est la vision, quel est l'objectif derrière tous les gestes posés? Et ça devrait nous interpeller. Machiavel disait « Mets-les à genoux, ils feront ce que tu veux. » Plus le moyen de penser qu'ils pourraient le faire. C'est une citation du Prince, et c'est... Quel est l'objectif derrière tous ces gestes-là? Je donne un exemple. On a privé les CLD du Québec de 42 millions, un budget annuel. C'était des compétences, des expertises dans tous les milieux. Du même souffle, on a donné 85 millions à une organisation qui s'appelle Ange Québec, qui fait du développement d'entreprises, qui fait du financement d'entreprises à Québec, Montréal, Sherbrooke. Ce faisant, on ne considère pas que les CLD ont démontré au fil des ans leur capacité à générer de l'économie durable. Les entreprises soutenues par les CLD sont persistantes à 75%. Les entreprises soutenues par Investissement Québec, au bout de 2 ans, elles sont disparues. Et c'est à coût de millions qu'on investit
dans plusieurs de ces entreprises-là. C'est pas un chiffre que j'invente, c'est pas un chiffre qu'on a creusé, c'est un chiffre qui a été publié par la presse. Alors, à quelque part, il faudrait peut-être justement qu'on arrête de laisser faire. Notre silence fait plus de bruit que toutes les casseroles dans la rue. Complaisant. C'est le mot que vous cherchez. On laisse faire. On laisse faire. C'est plus que complaisant. On laisse faire. C'est pas de la complaisance, c'est de l'indifférence. À notre propre sort. Mesdames, Messieurs, une autre question? Ça va? Êtes-vous content? Oui. Alors, je vais vous demander de l'applaudir chaleureusement la Claire Bolduc. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à continuer de prendre un verre. Il doit rester une bouteille ou deux, certainement. Et là, Claire va prendre un verre avec vous et vous pouvez continuer de discuter avec elle. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci à ceux qui étaient par caméra. Merci d'abord. Vous avez... Bonjour à tous ceux et celles qui nous ont suivis grâce au web. Oui. Relève. Ben oui, évidemment. Merci.